Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 22 septembre, 15e dimanche après la Pentecôte. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord, monsieur l'abbé Claude Barthes, vaticaniste, à propos de la nomination annoncée par le pape François de 13 nouveaux cardinaux. Ensuite, nous accueillerons Guillaume de Prémar, délégué général d'Ictus, qui organise les 12 et 13 prochains un colloque sous le titre « Catholique en action ». Et enfin, Hélène Dandré, responsable de l'association Élus catholiques dans la Cité, sur les projets de cette association. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Le pape François a annoncé le 1er septembre dernier la nomination de 13 nouveaux cardinaux et la presse fait toujours la distinction, les cardinaux électeurs et les non-électeurs. Qu'est-ce qui distingue un électeur d'un non-électeur? L'âge. Qui est donc? Qui est de 80 ans. À partir de 80 ans, on peut être pape, mais on ne peut plus voter dans le collège cardinaliste, enfin du moins voter pour élire un pape, au conclave. C'est une décision de Paul VI qu'il a prise à peu près quand il a décidé que les évêques et tout autre, mais enfin surtout les évêques devaient démissionner à 75 ans. Donc 13 nommés, mais 3 pour la décoration et 10 pour voter. Voilà, donc on n'est pas dans le débat sur les retraites à 62 ou 64 ans. On travaille un peu plus dans la Sainte Église de Dieu, un petit peu plus longtemps. Oui. Alors, qui sont ces nouveaux cardinaux? Quelles sont leurs origines géographiques, leur parcours, leurs orientations théologiques? Ah oui, alors, bon, les noms, vous permettez que je regarde, parce que je ne les connais pas tous pareil. Miguel Ayuso, qui est un curialiste, qui est successeur de Monseigneur Fitzgerald, si j'ai prononcé son nom, qui fait partie des 3 cardinaux ayant plus de 80 ans. Fitzgerald, tiens, on pourra en parler, en dire un mot. C'est un décoré, si vous voulez. Mais c'était cet homme de dialogue qui était président du Conseil pour le dialogue et qui a manqué son élévation à la pourpre déjà, sauf erreur de ma part, en 84, où il aurait dû être cardinal. Il était sur la liste, mais le cardinal Ratzinger, qui avait pas mal de pouvoir à l'époque, il n'était pas encore pape, l'a fait rayer de la liste. Et alors pourquoi? Parce qu'il il était très, très dialogant, si vous voulez, très, très avancé dans le dialogue. Et d'ailleurs, il a été nommé tout de suite après l'élection de Benoît XVI, en Égypte, je crois. Voilà, donc tout est réparé maintenant, il est cardinal. Et son successeur, Ayuso, devient lui aussi cardinal, donc c'est un homme de dialogue, qui est vraisemblablement, non pas à l'origine d'eux, mais qui a beaucoup travaillé à la fameuse déclaration d'Abu Dhabi. Oui, dont nous avons parlé déjà dans cette émission avec Monseigneur Schneider. Bien, le cardinal, Monseigneur Zuppi devient cardinal. Zuppi, c'est un évêque de Bologne, en Italie, et qui est un membre protecteur de la communauté Santi Egidio, qui est bien connu. Alors, c'est l'homme des migrants, Alors, lui, sa nomination est intéressante parce que, comment dire, il est, lui, cardinal, alors que ni Turin, ni Milan, qui sont pourtant grosso modo de sa tendance, ne sont cardinaux. Et cela, vraisemblablement, parce qu'il y a toujours des arrière-pensées dans ces nominations, parce que le pape ne veut pas nommer cardinal le patriarche de Venise, son nom m'échappe pour l'instant, mais va revenir, qui lui est très ratzingérien, c'est un très proche de Piacenza, du cardinal Piacenza. Donc Zuppi, c'est un homme de dialogue, un homme complexe, hein. Italien. Enfin, je dis avec toute la complexité positive, parfois négative des Italiens, mais les Français ont d'autres défauts. S'il pouvait être considéré comme un homme, on va dire, de gauche, pour simplifier, bien sûr, ça ne veut rien dire dans l'Église, mais il est aussi celui qui accueille très volontiers l'Institut Christ roi. C'est lui qui était prêt à accueillir cette communauté ecclésiadéi qui est en train d'être dissoute, Familia Christi, qui était prête à l'accueillir. Donc, bon.
Quoi encore? Monseigneur, le cardinal, pour l'instant, le futur cardinal Czerny, si je sais pas, C-Z-E-R-N-Y, qui lui est, on va dire, le bras droit du pape François en matière de migrants. C'est une nomination très migrationniste que celle-ci. Lui, donc, a cette particularité d'être sous-secrétaire seulement, donc troisième personnage, du développement intégral, de la congrégation pour le développement intégral, parce qu'il y a une congrégation pour le développement intégral. Il y a comme ça maintenant des congrégations qui ont des noms un peu comme les ministères modernes. Bien, Monseigneur Mendoza, qui est le vice-recteur de l'université de Lisbonne, et qui était à Lisbonne, qui a été nommé à la Bibliothèque Vaticane, et qui, lui, est cardinal, en quelque sorte, pour faire la pige à son, si je puis me permettre, à son prédécesseur, Monseigneur Bruguès. Monseigneur Bruguès, qui était préfet de la qui était dominicain, qui aurait dû normalement être cardinal, comme sont tous les préfets de la Bibliothèque Vaticane, mais qui n'a jamais été. Et qui a quitté sa charge, qui vient de quitter sa charge, il n'est pas cardinal, l'autre arrive, et on le met immédiatement cardinal. Il faut dire que Monseigneur Bruguès avait un lourd passé anti-bergoglien, mais bon, ça n'est pas le lieu d'en parler à propos d'inspection qui avait eu lieu de visite canonique à l'Amérique latine, en Argentine. Monseigneur Suaryo, archevêque de Jakarta, président de la conférence épiscopale d'Indonésie. Donc il veut un catholicisme engagé socialement, une bonne chose dans ce qu'il veut, certes, mais il est aussi marqué. L'archevêque de Rabat, Lopez Romero, qui s'est distingué lui aussi par des jugements très durs sur les portes fermées. Il faut ouvrir les portes. Le cardinal, Monseigneur Garcia Juan de la Caridad Garcia, qui est l'évêque de la Havane, à Cuba, et qui est anticapitaliste, ce qui est une bonne chose, mais qui est pro-socialiste, je ne sais pas comment il appelle ça, un socialisme qui progresse, à voir. Et puis d'autres encore, Monseigneur Abongo Bezambu, archevêque de Kinshasa, qui est le défenseur du processus démocratique en République du Congo. Voilà, ça vous donne un aperçu de... Alors, quels enseignements peut-on tirer par ces nominations? Le pape François cherche à donner une orientation à l'Église. Quels enseignements peut-on tirer de ces nominations? Elle est quand même assez étonnante, cette nomination, parce que jusqu'à présent, les nominations du pape François, c'est un homme étonnant. Un pape étonnant. Oui, mais il était étonnant dans les dernières nominations au cardinalisme, parce que on dit oui, en effet, pourquoi il nommait celui-là que personne ne connaît d'où il sort. Bon, mais il voulait étonner justement, tandis que là, vraiment, il est clair, net, que c'est une nomination très orientée du point de vue de la tendance de l'Église. Il s'agit de sanctionner, je veux dire, de promouvoir une Église ouverte. Et bon, je ne veux pas être polémique, mais si je l'étais, Dieu m'en garde, je dirais que c'est un bourrage des urnes. On prépare les élections futures. Alors bon, est-ce qu'on les prépare vraiment? Parce que autre chose aussi étonnante, c'est une nomination qui aura lieu, dont le consistoire sera en octobre. Oui. Ce qui n'est pas une date pour un consistoire habituellement. Les consistoires de nomination de cardinaux, de création, comme on dit, sont en février, pour le 22 février, la chaire de Saint-Pierre, ou bien pour le 29 juin. Oui, ça correspond à des dates liturgiques. Ça correspond à des dates liturgiques. Là, c'est une création en plus, si vous voulez. Alors, il y en a peut-être encore une autre en février, et puis encore une autre. Voilà. Alors, vous parliez justement d'élections. Quelles sont les parts respectives, dans le cadre d'un prochain conclave, des cardinaux nommés par Jean-Paul II, par Benoît XVI et par le pape François? Alors, les chiffres, je les ai exactement pour les cardinaux dans leur ensemble, et électeurs, non-électeurs compris. 19 ont été créés par Jean-Paul II. Alors, je dis 19, mais mon chiffre date de la semaine dernière. Ils sont peut-être 18, parce que le cardinal Che Garay vient de mourir. Oui. 47 par Benoît XVI et 59 par François. 125, si je ne me trompe pas. En fait, il y a 118 cardinaux élects. Donc la part François est déjà importante, pour un pontificat relativement bref pour l'instant. Il a vraiment fait beaucoup de cardinaux, il en fait beaucoup, il en fera beaucoup sans doute.
Dieu lui prête vie. 118 cardinaux électeurs à l'heure actuelle, plus 10, ça fait 128, mais 9 qui sont tout près de 80 ans. Donc, l'année prochaine, on s'achemine vers 119 cardinaux électeurs. Et la part François est à peu près 50%. Au-delà des cardinaux, lors de cette même journée, le pape François a annoncé la nomination de Monseigneur Dario Vigano comme vice-président de l'Académie pontificale des sciences. Ça a beaucoup surpris. Pourquoi ? Ça va vous dire parce que Monseigneur Vigano est donc dans l'ensemble des personnes qui s'occupent de la communication du Saint-Siège. Je ne me souviens plus quel était son titre. Il était préfet du secrétariat pour la communication du Saint-Siège. Il a été pris, là aussi je vais être polémique, Dieu m'en garde. La main dans le pot de confiture. Voilà, vous me tirez l'expression de la bouche. Parce qu'il a publié, on l'a modifié, en la rafistolant, une lettre du pape Benoît XVI. Et donc tout le monde s'en est aperçu très rapidement. Enfin, il suffisait c'est énorme comme affaire. Bon, donc il n'a pas été sanctionné véritablement. Il a perdu son poste de préfet, mais il est resté quand même quelque chose dans la communication. Et là maintenant, il reçoit une espèce de décoration académique, donc un poste qui prouve qu'il est toujours dans la faveur du pontife régnant, qui est il faut bien lui reconnaître cette qualité. Il est à la fois, il est très fidèle dans ses amitiés et très fidèle dans ses inimitiés, pour parler ses haines, parce qu'il n'y a pas de haine dans le monde ecclésiastique. Non, ça se saurait. Et comme dans l'autre, il reste d'une fidélité totale, quoi que fassent ceux qui sont touchés. Ceux qu'il aime ou qu'il déteste. Donc c'est pas la peine quand il déteste quelqu'un qu'il fasse des rondes de jambes il ne s'en sortira pas, on peut le dire tout simplement. Et inversement. Vous me parlez de cette nomination qui est intéressante. Il faut voir aussi, il faut surveiller de près ce qui se passe à la secrétairie d'État. Théoriquement, la secrétairie d'État, on en parlait depuis qu'on parle de réforme de la curie, c'est-à-dire depuis le début du pontificat du pape François, elle aurait dû avoir moins de pouvoir. En réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Elle a de plus en plus de pouvoir et il se sera confirmé par le futur texte qui parlera de cette fameuse réforme de la curie, serpent de mer. Et or, des personnages importants de cette secrétairie d'État viennent d'être nommés nonces apostoliques, c'est-à-dire écartés. Si j'ai les noms sous les yeux, non, ils ne me reviennent pas, mais... Borgia, il est facile à retenir, et Rudelli. Rudelli, qui est au Conseil de l'Europe, et Borgia, qui est assesseur pour les affaires générales, donc un poste très important. Donc il y a aussi un resserrement des choses, des vices, apparemment, mais il faudra en savoir plus à la secrétairie d'État. Eh bien, merci de ces précisions qui nous permettront de mieux comprendre et décrypter donc, cet événement qui est annoncé pour le 5 octobre prochain. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume de Prémar. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes délégué général d'Ictus. Vous aviez lancé avec diverses personnalités en janvier 2019 un appel pour un nouveau catholicisme social. Quelles ont été les réponses ? Alors cet appel a été lancé le 9 janvier dans le magazine La Vie par 19 personnalités intellectuelles catholiques. On était en plein dans la crise des Gilets jaunes, on s'en souvient. C'était pour inciter les catholiques à se saisir sérieusement de la question sociale et de la fracturation socio-géographique de notre pays, la France. La France qui part en morceaux, eh bien les catholiques ont quelque chose à dire parce qu'ils ont le trésor de la doctrine sociale de l'Église avec eux, mais aussi parce qu'ils ont eu une expérience de pratique sociale, de pratique d'un catholicisme social, et notamment, on s'en souvient, au 19e siècle. Donc il y a toute une tradition à faire revivre aujourd'hui, c'est notre conviction. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel. La suite, ça a été un vif intérêt.
beaucoup de rebonds, et nous avons mobilisé d'autres personnalités intellectuelles pour lancer un second appel pour un catholicisme social en action, d'une certaine manière. C'était en mai 2019, en appelant notamment une enquête sociale, aller sur le terrain, rencontrer la sociologie des profondeurs de notre pays et restituer nos échanges avec nos contemporains. Et donc ça, l'enquête sociale est en cours, et une restitution, une synthèse pourra être faite probablement dès cet automne, et nous pourrons communiquer là-dessus. Alors, le troisième temps qui s'ouvrira, ça sera un temps d'action, bien sûr. Agir pour un nouveau catholicisme social. Notre but, c'est pas simplement de faire des pétitions de principe, mais de se dire, que pouvons-nous faire concrètement ? Quelles sont encore nos capacités d'agir, nos pouvoirs d'agir ? Quels sont les leviers dans l'entreprise, au niveau local, dans la famille, dans la culture ? Comment mettre en œuvre un catholicisme social qui répond aux grandes fracturations françaises ? Ça, c'est une question essentielle pour l'avenir. Donc c'est quelque chose d'assez long terme que nous avons engagé. Alors, les 12 et 13 octobre prochains se tiendra donc le colloque Dictus autour du thème catholique en action. Oui. Quel sera le détail et un peu le programme de ce colloque ? Alors, le thème, ça ne vous surprendra pas, sera agir pour un nouveau catholicisme social. Donc, on va insister sur ce thème qui nous paraît essentiel, et j'ai dit pourquoi. Et nous serons une semaine pile après la manifestation Marchons Enfants. Oui. Du 6 octobre. Et notre objectif, c'est de dire aux catholiques, allons le 6 octobre à la manifestation Marchons Ensemble, lutter contre le projet de loi bioéthique, notamment la PMA sans père, mais pas seulement la PMA sans père. Et venons aussi au colloque catholique en action le 12 octobre pour continuer à nous saisir de la question sociale, parce que d'une certaine manière sociétale, comme on dit aujourd'hui, sociale, tout est lié. Il y a un même système, il y a une même idéologie globale qui est derrière toutes ces déconstructions, que ce soit des déconstructions éthiques et anthropologiques ou des déconstructions sociales par le biais de cette mondialisation sauvage, de la financiarisation, etc. Donc tout ça, tout est lié. Et dans notre action aussi, et dans notre esprit, nous devons lier absolument la question sociale et la question sociétale. Donc notre objectif est d'encourager les catholiques à agir, à s'engager sur tous les fronts, et notamment aussi sur ce front social. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, quel va être, s'il y a des conférences, quels sont les thèmes, quels sont les conférenciers, s'il y a des ateliers, quels sont les animateurs, quels sont les sujets ? Alors des conférences, bien sûr. Alors les initiateurs de l'appel pour un nouveau catholicisme social seront présents. C'est-à-dire Joseph Touvenel, CFTC. Qui est venu à cette émission. Qui était venu ici. Mathieu Deschessard, professeur donc économie-gestion à l'université de Nantes. Et moi-même. Donc, nous allons causer, comme on dit, nous allons parler, bien sûr, et développer ces thèmes. Nous allons parler aussi de l'enquête sociale qui est en cours. Mais dans ce colloque catholique en action, 12-13 octobre, donc à Paris, ce qui nous semble important, c'est le temps de rencontre et d'échange. Pas seulement recevoir une parole de conférencier, mais de se rencontrer et d'échanger. Donc, au cœur du colloque, milieu de l'après-midi, il y a un temps de rencontre avec des associations qui peuvent prendre des stands. D'ailleurs, que les associations qui sont intéressées prennent contact avec nous. Et pour présenter leurs activités, notre objectif, c'est de mettre en valeur les actions des uns et des autres, les bonnes initiatives. Donc, il y a un temps de rencontres et d'échanges, et des temps d'ateliers et de forums qui vont mettre en valeur un certain nombre d'initiatives réelles, concrètes. L'idée, c'est de donner des idées aux gens en leur montrant des bons exemples d'actions concrètes. Alors, il y a 4 thèmes de colloque, et là, peut-être que je vais pouvoir dire quelques noms. Vous voulez quelques noms ? Oui, parce que j'ai les oui. noms, si vous voulez. J'ai les noms, alors. J'ai les noms, comme disait Coluche. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être pas tous les citer, alors je vais peut-être en vexer un ou deux. Bon. C'est toujours comme ça. Il y a un thème entreprise, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a une crise de l'entreprise, du sens du travail, du management, etc. Et nous allons avoir un atelier, une table ronde qui va mêler à la fois, par exemple, un ancien patron, un ancien syndicaliste patronal, qui est Yvon Jacob, puisqu'il a été vice-président du MEDEF, mais aussi Hervé Bric, et syndicaliste métallurgie, CFTC. Et nous aurons également des membres du CEE, Centre d'études des entreprises. Ce sera Norbert Mallet qui viendra. Et nous aurons également Stanislas Billaud-Lochner qui va venir nous parler de la nuit du bien commun et de la manière dont les entreprises peuvent jouer un rôle social et soutenir des actions caritatives, sociales qui sont importantes. Ensuite, il y a un forum éducation-famille. Ça vous ne surprendra pas. Nous aurons là principalement des personnes qui sont engagées dans le combat contre la loi de bioéthique, et notamment Pascale Morinière, la présidente des AFC, et aussi Aude Mirkovic,
Pavlovitch, des juristes pour l'enfance, donc ils sont porte-parole de Marche aux enfants, Esther Pivet, de Vigie Gender, mais pas seulement des personnes de Marche aux enfants, aussi des personnes qui prennent des initiatives concrètes, petites ou moyennes, seront Guillaume d'Alençon pour l'œuvre Louis et Zélie, Virginie Fournier-Becquet pour les cahiers de vacances, et Valérie Dobinic va expliquer pourquoi la culture est un chemin d'éducation. Un forum culture, la transition est toute faite, un forum culture. Alors, cinéma, art, littérature, spectacle vivant, patrimoine, culture, identité. Comment, sur le terrain culturel, faire vivre ce que nous sommes et pouvoir contribuer à créer un ciment commun. Ça, c'est une question essentielle. Donc nous aurons par exemple Arnaud Boutéon, qui, donc là, plutôt dans le domaine du spectacle vivant, c'est notamment La Dame de Cœur qui l'a créé, si je ne m'abuse. Un romancier sera présent, Xavier Accard, qui est rédacteur en chef de Prier, et romancier qui a écrit le Dormant des Fesses chez Talandier, qui sera présent, ainsi que Paul Bridier, le directeur des affaires culturelles de la ville de Chartres, donc sur les questions de patrimoine, et sur cinéma, audiovisuel, nous aurons Hubert de Torcy sur Sage Distribution. Il distribue beaucoup de films, d'excellents films. Il est venu ici aussi. Et un quatrième thème qui est important, là c'est l'action locale, avec une tonalité très France-périphérique. Nous aurons un maire d'une petite commune rurale, qui s'appelle Bernard Piot, qui est maire de Lignol-le-Château, dans l'Aube, pas très loin de Troyes. Nous aurons Hervé Catala, le président d'Espérance Ruralité, comment faire vivre nos territoires ruraux. Damien Delers-Nitschder, qui est à Montligion, qui a créé les ateliers Buguet, qui sont un village d'artisans, qu'il a créé en marge du sanctuaire. Régis Passerieux, Refondation, qui lui va passer un message d'engagement, dire il y a des élections municipales, les gars, il faut y aller. Donc, et Refondation proposera une plateforme pour ceux qui souhaitent s'engager. Il y a d'autres manières, il y aura différentes voies, j'imagine, pour s'engager aux élections municipales, mais c'est une de ces voies que nous proposerons. Et alors, très France périphérique, alors pour contrebalancer, on a demandé à Pierre Durieux, qui est le secrétaire général de Lazare, qui s'occupe de colocation entre SDF et jeunes actifs, de venir. Donc là, avec quelque chose de plus urbain, puisque les SDF, on les trouve surtout en milieu urbain. Donc voilà le tableau, vous voyez, c'est... L'esprit du colloque, c'est pas de mettre en avant toujours des vedettes. Non, mais c'est du travail de fond. C'est du travail de fond, donc on préférera toujours le travail de fond, un exemple duplicable, quelque chose qui puisse être un prototype, qui puisse être donné envie et donner un sens aussi de diverses possibilités d'engagement. Le but, c'est que les gens ressortent du colloque en disant « j'y vais, je m'engage quelque part ». Alors, comment vous rejoindre ? C'est pas la peine d'être membre d'Ictus, qui d'ailleurs n'est pas une association, qui est un réseau. Donc on peut s'adresser à un site internet sur lequel s'inscrire. Tout simplement, aller sur ictus.fr, ichtus.fr, et s'inscrire au colloque. Donc il y a un lien d'inscription au colloque, le programme, on peut le voir, on peut s'inscrire sur un lien qui met sur WithEvent, qui est bien connu, et s'inscrire bien sûr au colloque. Et si vous souhaitez, par exemple, si une association propose de venir pour le forum des associations, veut un stand c'est une table avec des chaises, et puis voilà. C'est pas un grand salon avec un commissaire général, etc., des grands stands, mais c'est des choses simples. Et ben il peut m'écrire guillaume.depremare, DEPREMARE, @ictus.fr, toujours. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé par ce colloque. Merci beaucoup de ces précisions et bon colloque alors. Merci Jean-Pierre. Merci Guillaume. Bonjour Hélène Landré. Bonjour Monsieur Mogendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes responsable de la communication de l'association Élus catholiques dans la Cité. Alors c'est quoi cette association? Quels sont vos objectifs? Alors d'abord c'est un bien grand titre pour une toute petite association. Alors cette association émane de ECC, qui elle-même émane de MBC. Beaucoup d'abréviations. MBC, Maire pour le bien commun, qui regroupe les élus déjà existants. Maire MAI. MAIRE, absolument, de catholiques ou ceux revendiquant de programmes catholiques, élus avec ou sans parti, sans étiquette, soutenus ou pas par des partis, sur toute la France. Et ECC a eu l'idée de s'engager pour qu'il y en ait d'autres, pour augmenter ce vivier. Et donc proposer de faire lever des troupes
pour les prochaines municipales. Et ECC 2020 parce que c'est en 2 mars 2020 qu'ont lieu ces élections municipales, s'occupe tout spécialement de ce futur vivier. Voilà. Donc notre rôle, c'est premièrement de découvrir les talents cachés, de leur donner envie de s'engager, de leur faire comprendre la nécessité urgente maintenant, à 6 mois des élections, qu'il y a à ne pas laisser les places vides, car elles seront automatiquement occupées par des gens dont on ne veut pas. Donc prendre le terrain essentiellement dans le terroir du pays, dans les petites villes, là où c'est faisable. Pour nous, ECC 2020, il ne s'agit pas forcément d'intégrer un grand parti, d'intégrer une grande liste, d'être tête de liste sur les grandes villes. Tout cela, bien sûr, c'est important, mais c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Par contre, là où on est, dans nos petites communes, dans nos petits villages, beaucoup de catholiques vivent dans des petits villages, des petites communes, il y a quelque chose à faire. Et nous voulons, premièrement, leur montrer ce qu'ils peuvent faire, et deuxièmement, les aider pratiquement à le faire. Alors concrètement, vous faites quoi? J'ai vu en particulier sur votre site internet une session de formation des candidats le 17 octobre. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, donc nous faisons cette journée conjointement justement avec une journée qu'a programmée MBC. Et ceux qui voudront bien se joindre à nous pourront bénéficier de la présence de maires, d'élus, à l'heure actuelle actifs sur le terrain, et notamment nous aurons la présence de Madame Ménard, députée non inscrit, qui tiendra d'ailleurs une table ronde sur les problématiques actuelles des maires, notamment comment réagir vis-à-vis de la crise des Gilets jaunes. Ce sera un des thèmes qu'elle traitera. Et nous-mêmes, moi-même en particulier, j'animerai une table ronde sur les difficultés que peuvent rencontrer de futurs candidats, quelles sont leurs questions, quelles sont les grandes lignes auxquelles, à partir d'aujourd'hui, ils doivent s'attacher, quelle est l'aide qu'on peut leur apporter concrètement, quels seront leurs besoins, et voir un petit peu avec eux comment est-ce qu'on peut les aider pour aller au plus près de la victoire le 22 mars. Alors concrètement, quelle est la latitude d'action d'un maire? Qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, au service du bien commun, peut-être à contre-courant des vents dominants de la pensée unique? Alors, je vais parler plus peut-être à ce moment-là dans les petites communes. Hein, voilà. Donc, dans les petites communes, eh bien, une fois que le maire a géré les problèmes de gestion ordinaire de ses administrés, les routes, les poubelles, les problèmes de concession de cimetières, et des choses comme ça, qui peuvent quelquefois être extrêmement délicates, hein, eh bien, il reste tout le bien commun qu'il peut apporter à ses administrés. Et c'est ce bien commun qui, à notre avis, s'est perdu. C'est perdu parce que dans l'indifférentisme régnant, on pense à faire des grandes réalisations. Je prends l'exemple des aides que peuvent recevoir et que demandent les maires, puis s'ils ne les demandent pas, elles seront perdues, donc ils les demandent, pour faire des réalisations dans leur commune. Très souvent, ils sont plus portés à faire des salles des fêtes, des choses qui se voient. Des stades, des salles des fêtes, horribles généralement les salles des fêtes. Bon. Mais peut-être pourrait-il faire d'autres choses avec ce capital, restaurer le patrimoine. Il y a très souvent, selon les régions, des vieux lavoirs, des vieux calvaires, des vieilles églises, des vieilles demeures aussi. On a vu ça très récemment, cet intérêt, cet engouement pour les vieilles pierres à restaurer. Ça fait partie du bien commun également, restaurer ce patrimoine. Et puis surtout restaurer le patrimoine social. Les maires, par exemple, ont un très grand pouvoir dans les communes en ce qui concerne le logement social. Et on va voir dans les années futures fleurir dans beaucoup de communes à proximité des grandes villes des zones peut-être dortoirs. Pourquoi? Parce que on construira là des zones pour accueillir les familles, puisqu'on essaye de mettre maintenant les grandes villes par les moyens de transport très rapides à moins de 30 minutes des très grandes métropoles. Je prends l'exemple de Reims, dont c'est déjà le cas, et on parle en ce moment d'Orléans.
qui, d'ici quelques années, pourrait être à moins de 30 minutes de Paris. Donc, il est important que le maire sache que dans ses attributions de logement qu'il va avoir, il faut qu'il garde à l'esprit le bien commun de ses administrés, le bien vivre ensemble. Également le problème des personnes âgées. On construit à l'heure actuelle, on voit bien qu'il va falloir faire quelque chose, donc on construit des EHPAD, on n'a aucun personnel à mettre dedans, on a des vieillards qui s'y sont abandonnés, les bâtiments sont très souvent pour le coup magnifiques, mais avec beaucoup de difficultés à les entretenir. Un maire peut très bien décider dans sa commune et les communes voisines, en s'unissant, de tout faire avec ses deniers pour maintenir les personnes par un réseau social à domicile. C'est souvent ce que les personnes âgées souhaitent. Il faut au départ cette volonté de s'appliquer à ce que les gens qui vivent dans la commune y vivent de mieux en mieux, non pas financièrement, mais non pas matériellement, mais qu'ils s'y sentent comme dans une famille, que nos villages redeviennent une famille. Il y a là une possibilité très importante d'œuvrer. Et même si on ne devient pas maire, et même si on n'accède pas, cette fois-ci, au conseil municipal, il reste tout le tissu associatif, tout le tissu du bénévolat. Se proposer pour, par exemple, monter, si elle n'existe pas, ou tenir, si elle existe déjà, réformer une bibliothèque au niveau d'une école, par exemple, pour le travail des enfants après la surveillance des devoirs scolaires, après l'école. Tout cela, ce sont des choses qui sont prises en main par les grandes villes, avec plus ou moins de bonheur, parce que c'est souvent de l'encadrement forcé et du dirigisme, et qui doivent revivre dans nos villages, et revivre avec cette petite touche de catholicité qu'on peut apporter partout, ce souffle de catholicité. Si on ne le fait pas, il faut se dire que d'autres le feront. Et si d'autres le font, ils ne le feront pas comme on veut qu'il se soit fait. Merci infiniment de votre enthousiasme communicatif. Comment rester en contact avec vous ? Principalement par notre site ECC 2020, c'est très facile, sur lequel vous avez évidemment toutes nos actions, nos fiches, nos grandes fiches sur des plus grands thèmes, et puis nos actions concrètes, et un système très innovant, je trouve, que nous avons mis en place de parrainage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé peut prendre contact avec nous, et nous entrerons en contact avec lui directement par téléphone, et il aura un parrain dans cette entre guillemets petite bataille. Et moi-même, je m'occupe de deux, trois futurs élus, et nous lui apportons évidemment les questions et les réponses aux questions qu'il se pose. Je prends un exemple. Récemment, une personne qui se présente dans une ville déjà de moyenne importance m'a appelé, je le parraine, pour me dire qu'il avait un problème au niveau de son nom de liste. Il souhaitait protéger son nom de liste de manière à ce qu'elle ne soit pas récupérée. Faut-il déposer un brevet pour ça ? Comment fait-on ? Moi, je ne m'étais jamais posé la question, même en politique. Donc, il avait autre chose à faire, évidemment, que de chercher lui-même, et il ne savait pas où chercher. Nous lui avons apporté rapidement une réponse qui le satisfaisait. Et de même, pour toutes ces démarches administratives, parce qu'il y en a quand même dans les petites mairies. C'est assez complexe. En tant qu'élu ou ancien élu, nous avons cette expérience. Nous avons le temps de nous mettre à jour, parce qu'il faut se mettre à jour, ça bouge beaucoup. Donc, nous avons le temps de nous mettre à jour et de les guider. Voilà. Donc ils savent qu'ils peuvent nous appeler, que nous résoudrons ces problèmes. Nous les aiderons également s'ils sont bloqués et s'ils ne savent pas comment rédiger un programme, par exemple. Qu'est-ce qu'il doit contenir, à quoi ça ressemble, voilà. etc., etc. Tout ça le 17 octobre. Alors tout ça... En partie le 17 octobre. En partie le 17 octobre, où nous pourrons détailler avec eux les besoins. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. De votre action. Donc, nous nous retrouvons pour la prochaine émission de Terre de Mission, donc le 29 septembre. Ce sera mon ami Guillaume de Thieulois qui animera cette émission. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous.